Oui, alors merci bien sûr pour l'invitation. J'ai associé à ces présentations toutes les équipes, puisque on n'est vraiment pas seul. Moi, je suis au bout du circuit. Je vais juste injecter les produits. Donc, il faut savoir le faire. Au début, c'est impressionnant, et à la fin, on est quand même toujours un peu gêné suivant le type d'atrophie. On ne sait pas trop où on va. Enfin, vous allez voir, j'ai quelques images. Donc, je vais surtout vous présenter quelques aspects chirurgicaux. Je voudrais... Hop, ah. Mais c'est logique, alors effectivement. Je voudrais rappeler qu'il y a une grande hétérogénéité clinique des dystrophies rétiniennes d'origine génétique, phénotypique et génotypique. Et de ce fait, on a retrouvé depuis les dernières années un grand nombre de mutations. On connaît l'évolution. L'évolution en général se fait vers une diminution du champ visuel jusqu'à une atrophie finale du centre avec les cônes. Alors, il y a différentes formes, il y a des formes associées, mais ça, je vous parle des formes habituelles. On a eu un temps essayé aussi les implants rétiniens, soit pré-rétiniens, soit épirétiniens. Il va y avoir un rapport qui va se faire pour 2026, où on va reprendre tous ces procédés. Ce qui se passe, c'est que plus ça va, plus on trouve des mutations. Je crois qu'on en a 300 à peu près identifiées jusqu'à présent, mais il y en a encore, chaque année, on retrouve des mutations diverses et variées. Donc il est un peu utopique et illusoire de se dire qu'on va pouvoir traiter chaque mutation en introduisant un nouveau gène pour essayer de corriger le gène. Et puis c'est complexe, puisque c'est pas uniquement la correction du gène et de ramener la protéine ou le schéma de fonctionnement normal qui va restituer la vision ou normaliser les processus physiologiques cellulaires, mais comme on ne va pas tout traiter, il y aura quand même une évolution de la maladie avec le gène anormal. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait au départ. Là, je voulais vous présenter une approche thérapeutique un peu nouvelle. C'est la dernière étude sur laquelle on travaille. Donc c'est l'étude Prodigy, qui est en fait une approche un peu horizontale, transversale. C'est-à-dire que, issu des travaux du professeur Sell et de son équipe à Strasbourg, avant qu'il arrive au 15-20, il y en a quelques Strasbourgeois ici qui le connaissent, et avant qu'il ne reparte jusqu'à Pittsburgh, l'idée c'était de pouvoir resynthétiser le facteur RDCVF qui a été mis en évidence, qui serait un facteur trophique des cônes qui dépend de la survie des bâtonnets. En fait, plus il y a de bâtonnets, plus il va y avoir une sécrétion de ces facteurs de survie, le RDCVF, Broad Cone VGF, Growing Factor, voilà, qui va donc permettre la survie des cônes. Donc, disparition des bâtonnets, donc perte de ce facteur ou de ces facteurs, vous verrez qu'il y en a plusieurs, et ça participe à la disparition des cônes. Donc l'idée, ça a été de synthétiser ces facteurs, ce qui a été possible sur les travaux, je me suis encore trompé le sens, fait par l'équipe ensuite à l'Institut de la Vision, l'Institut qu'a monté le professeur Sahel, et on va finalement avoir deux formes de RDCVF qui ont un effet synergique pour protéger les cônes. Alors on pourrait se dire, c'est un super antioxydant qui va permettre la survie des cônes, mais en tout cas sur le papier ça marche, et sur les études qui ont été faites chez l'animal, ça marche. Donc il y a le RDCVF qui stimule le métabolisme du glucose et favorise le renouvellement des articles externes, et vous avez le RDCVFL qui aurait un effet sur le stress oxydatif et qui augmente dans les cônes après la dégénérescence des bâtonnets. Donc le fait d'associer ces deux facteurs augmenterait la survie des cônes, et c'est tout l'intérêt de cette étude, puisque quelle que soit finalement l'origine de la perte des bâtonnets, si on arrive à restituer ou à conserver au moins la vision centrale, ça serait un grand pas en avant pour ralentir la maladie ou éviter qu'elle ne devienne source de cécité. Alors, je vais vous faire un petit rappel de cette étude. On l'a commencé il y a pratiquement un an avec 2 sites investigateurs, les 15-20, en association avec Pittsburgh, là où il y a un nouveau institut de la vision géant qui est en train d'être monté par l'équipe de Sahel. Alors bien sûr, c'est une phase 1-2 avec des critères d'évaluation primaire, la sécurité et la tolérance pendant un an après l'injection, et jusqu'à 5 ans post-injection. Du coup, il y a bien sûr une escalade de doses, avec d'abord une dose basse qu'on a déjà faite, une dose intermédiaire qu'on a faite. On a commencé la dose de traitement complet, avec donc un vecteur qui est un adénovirus, qui sont dans le code de ces deux vecteurs
code de ces deux molécules, enfin de ces deux protéines, est associé dans le même vecteur, hein, ce qui est déjà un exploit, et avec une injection qui va se faire en un temps, en sous-rétinienne unique, et ce produit s'appelle pour le moment le SPVN06. J'espère que ça ne vous donnera pas des bons rêves ou des bons cauchemars. Moi, comme j'ai plusieurs études, on se perd un peu là-dedans. Voilà. Alors le principe, c'est qu'on va donc introduire, un peu comme dans le Luxturna, on a déjà traité beaucoup. Le Luxturna, c'est le premier traitement correctif et qui a un résultat, qui est un traitement qui n'est plus une étude, dans le gène RPE65, qui est l'un des gènes de la morose congénitale de Leber. Donc l'idée, c'est comme on va injecter un vecteur viral, c'est d'éviter l'inflammation. Donc tous ces traitements, tous ces protocoles vont être associés, en tout cas pour le moment, à des corticoïdes, voire plus peut-être dans certaines études, puisqu'il y a certains autres, comme les lentivirus, qui donnent plus d'inflammation. On se demandait s'il ne fallait pas faire plus fort au niveau de l'immunomodulation. Alors, cette intervention, pour le moment, se fait sous anesthésie générale. On pourrait éventuellement la faire sous anesthésie locale, comme les injections dans la DMLA ou dans les hématomes. Là, actuellement, on est en vitrectomie 25 gauche. On n'utilise pas de système robotisé. Hein. Il y en a déjà qui sont à l'étude, mais comme on doit être reproductible sur les différents sites, on doit utiliser toujours la même seringue, la même machine. L'injection se fait sous la rétine en étant au niveau des vaisseaux temporaux supérieurs. On injecte 0,3 ml. On vérifie la périphérie rétinienne. On fait un échange fluide air à la fin qui a pour but de bien répartir la bulle et aussi d'éviter en fait qu'il y ait trop de virus qui restent dans la cavité vitréenne. Donc on assèche bien et on positionne le patient à plat d'eau pendant 24 heures en se disant que du coup le vecteur viral va être bien absorbé. S'il se met dans d'autres positions, il ne faudrait pas que le produit aille en avant de l'œil où vous avez tout le corps ciliaire qui serait plus réactif en cas d'inflammation, en cas de réaction au virus. Alors voilà comment ça se passe dans la vraie vie. Donc ici, c'est un de nos premiers patients qui était déjà donc souvent dans ces pathologies-là, ils ont souvent une cataracte assez précoce, qui est une inflammation globale en fait du vitré, et donc ça entraîne des cataractes sous-capsulaires assez précoces. On est en 25 gauche et vous voyez que la rétine est extrêmement atrophique et qu'il ne reste pas beaucoup d'espace pour injecter. Donc c'est l'une des difficultés, c'est que on se demande souvent où est-ce qu'on est. L'intérêt, c'est effectivement d'avoir aussi un OCT, comme le disait tout à l'heure John. Et effectivement, j'utilise volontiers le système 3D, je ne sais pas si je l'avais là, puisqu'on a la possibilité d'avoir un zoom extraordinaire et on sait un peu plus où on est. Alors vous voyez que la rétine est très remaniée, vous voyez qu'elle est mince, et il faut essayer d'éviter d'injecter sous la choroïde. Alors là, évidemment, on est dans des stades évolués des pathologies, hein, puisqu'on est dans une étude débutante. Et on appuie un petit peu avec une canule 41 à gauche et on espère se glisser sous la rétine, faire un petit espace. Alors, de temps en temps, j'essaie de mettre une petite bulle d'air. Il y a différentes solutions qui ont été proposées. Mais là, ce n'est pas recommandé dans ce protocole-là. Donc, vous voyez, tout doucement, on soulève. Il faut une certaine force. Donc, dans ce cas-là, ils nous ont demandé d'être en injection automatisée avec, en l'occurrence, le Constellation. Moi, j'aime bien quand c'est mon assistant parce qu'en fait, je trouve que la main de l'assistant est plus modulable que le pied parce que c'est pas facile, finalement, d'avoir... il faut être à 30. Je trouve qu'il y a un petit temps de latence alors que mon interne est beaucoup plus rapide. Mais donc je les remercie d'ailleurs pour leur aide. Donc là, je n'ai pas le droit, donc je ne le fais pas. Et puis vous voyez que c'est difficile de décoller puisque en fait la rétine est très... Alors ça dépend bien sûr de la pathologie initiale, de la forme, de l'évolution, mais souvent on a du mal. Donc il y a une certaine... il y a le produit qui fuit. Donc il ne faut pas hésiter à éventuellement refaire un deuxième point d'injection. Alors là on en est à 7 patients, je crois que j'ai eu 2 fois, j'étais obligé d'utiliser la deuxième seringue de secours, puisqu'on a toujours une seringue de secours, au cas où on n'arrive pas à soulever, au cas où il y a un problème de purge aussi du produit, et de façon à essayer de mettre les 0,3 millilitres. Voilà, donc on est en ECT, ce ne sont pas des enfants, ce sont des gens qui ont une vision parfois conservée. Ils sont quand même autonomes visuellement. Hein. Tous ceux qu'on a opérés n'avaient pas de canne blanche et avaient entre 1/20 et 3/10 dans ces formes de rétinopathie pigmentaire. Alors je vous épargne l'œil sec. Quelques particularités chirurgicales, donc ça c'était surtout sur les RPE65. Vous voyez qu'on a beaucoup de mal à faire le DPV, en tout cas chez l'enfant, d'où l'intérêt, comme on l'a dit tout à l'heure, d'utiliser des cristaux triamcinolone.
Il y a différentes techniques. Alors, je ne sais pas si ça le fait là. Bon, c'est passé. Et pareil, ça c'est toujours, on essaye d'injecter. Là, c'est une forme, vous voyez, qui est un peu différente. On pensait qu'on allait aller vers le pôle postérieur, et en fait, le problème de la bulle, c'est qu'elle part à peu près où elle veut. Et de temps en temps, ça part en périphérie. Alors, c'est pas ce qui était recommandé. Donc, on est un peu coincé. Donc, on fait l'œil sec. Et en fait, en faisant l'œil sec, en augmentant un peu la pression de perfusion, ben, on voit la bulle qui a tendance à partir vers le pôle postérieur. Donc, on espère qu'en laissant le patient allongé, bien, on traite la zone au-dessus de la macula. Parfois, vous voyez, ça part complètement aussi de l'autre côté. Donc, ce sont des chirurgies qui sont théoriquement reproductibles, et en pratique, ben, c'est toujours pareil, la technique du COP que vous connaissez bien, comme on peut. Hein. Donc je passe, voilà, c'est encore une autre. Alors l'OCT permet de voir si on n'a pas effectivement ouvert aussi la fovea, puisque comme vous l'avez vu, il y a un amincissement majeur, et de temps en temps, ben, vous vous dites tiens c'est bizarre, j'injecte, ça va bien, puis vous regardez un petit peu. Donc l'intérêt des grands champs, c'est qu'on a un champ plus grand, on voit pas que le point où on injecte, et on se rend compte qu'on a tout en fait fait sortir par un joli petit trou maculaire extrêmement efficace, en tout cas pour limiter la pression sous la rétine. Et du coup, c'est une des complications. Donc après, ben, on est embêté parce qu'on ne sait pas exactement combien on a mis sous la rétine. Et j'ai eu un des patients de Prodigy, donc c'est embêtant parce que quand vous avez 3 patients dans chaque phase, s'il y en a un qui ne va pas ou si on n'arrive pas à savoir combien on a mis, ça bloque un petit peu l'étude du protocole. On n'a pas eu... Alors, je crois que... oui, j'ai quelques diapos visiblement qui ne sont pas passés, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en est actuellement à la dose pleine, que sur les 2 premières cohortes que vous avez vu tout à l'heure, on n'a pas eu d'effet indésirable, on n'a pas eu d'inflammation importante, il y a toujours une petite inflammation. Bon, il y a des recherches de dissémination du virus, on n'a rien eu. Que malgré le trou maculaire que j'ai eu, ça n'a pas été considéré comme bloquant, qu'on a réussi à peu près à mettre 0,3 millilitres, enfin 300 microlitres à chaque fois, que les effets indésirables sans relation, bah, il y a toujours une hémorragie sous-conjonctivale. On a eu 2 cas, je crois, d'augmentation significative de la pression intraoculaire, mais qui ont été gérés. Donc on a pu continuer. Voilà, et donc les résultats dans 5 ans. Hein. Merci pour votre attention. C'est un commentaire, je trouve que c'est fantastique, parce que là, avec ça, on pourrait traiter toutes les rétinies pigmentaires. Non, on n'a pas besoin d'aller sur une mutation. Bah, ce serait l'idée. Alors, est-ce que ça va marcher? On aimerait. C'est comme pour la DMLA atrophique. Si on arrivait à avoir un truc qui bloque même avant le début, en tout début d'atrophie, bah, ça rejoint un peu ce fonctionnement. Voilà. Mais pour le moment, en tout cas, enfin, c'est passionnant, mais c'est long en fait, parce que je pense que je serai à la retraite quand on aura les résultats, on suivra. Voilà. Ah non, c'est vrai, j'ai commis le code de Benjamin Button, je fais des enfants très, très jeunes. Merci Pierre, c'était vraiment... On a bien terminé ce congrès, voilà, maintenant ça touche à sa fin. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Ce fut comme chaque année un réel plaisir de tous vous retrouver dans cette ambiance conviviale. Et je tenais vraiment à remercier tous les orateurs, tous ceux qui ont participé à ce congrès, qui nous ont permis que ce soit une réussite. Et je remercie également tous les partenaires et nos sponsors. Je vous rappelle aussi que à ce sujet, que toutes les interventions seront disponibles en replay prochainement. Et je vous donne d'emblée rendez-vous pour l'année prochaine pour la 8e édition. J'espère qu'on pourra tous vous retrouver, que vous serez nombreux. On espère avoir encore plus de participants. Voilà, maintenant je vous invite à se retrouver juste pour clôturer ce congrès par une petite coupe de champagne au bord de la piscine. On n'a pas le soleil, mais vous allez nous donner le soleil ce soir, puisqu'on a pris une soirée un peu festive et je vous attends pour la suite. Voilà, je vous remercie à tous. Merci.